Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est votre récap hebdomadaire des crypto news. Avant toute chose, je vous invite à rejoindre Gains sur Telegram et La Baleine sur Discord si vous voulez suivre les news, si vous voulez plus d'informations sur le trading. Cette semaine, pas grand chose sur le marché, on peut voir que le prix du Bitcoin est dans un downtrend léger, mais rien de spécial. On va commencer tout de suite en fêtant les 10 ans du Bitcoin Pizza Day, comme on dit en anglais. C'est un certain Laszlo qui, le 22 mai 2010, a acheté 2 pizzas contre 10 000 bitcoins. Voilà, donc c'est énorme, hein, évidemment. Voici les pizzas, on espère qu'elles étaient bonnes à ce prix. Ça fait presque 90 millions de dollars au cours actuel. Il dit qu'il ne regrette pas. Je pense qu'il y a forcément un peu de regret, sinon il ne serait pas humain. Mais en tout cas, c'est la première instance d'un échange entre des bitcoins et un vrai bien dans le monde réel. Et c'est un moment historique pour Bitcoin. Et on peut voir si on scroll down un peu le thread que quelques mois après, seulement en août, ça valait déjà 600 $ et en novembre, c'était 2 600 $ et on voit le commentaire de cet utilisateur qui se demande si ça deviendra la première pizza à plus d'1 million de dollars. Eh bien oui, il avait raison. Peut-être, qui sait, qu'un jour ce sera la première pizza à 1 milliard de dollars. On en est encore loin, mais peut-être qu'un jour. Et on commence avec cette première news sur la France, Cocorico, qui voit son premier test réussi concernant un euro digital. Évidemment, beaucoup de pays dans le monde font des tests avec des monnaies digitales sur la blockchain. Et la France est pour une fois pionnière dans ce domaine pour l'euro digital. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera plutôt à destination des banques plutôt que des individus pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup plus de il faut faire beaucoup plus attention quand on s'adresse aux individus qu'aux entreprises, qui sont déjà habituées à certains produits financiers. On va voir si on a plus de news dans les jours qui arrivent. Et on continue avec la plus grande banque d'investissement privé, donc lisez bien, la plus grande banque d'investissement privé, ce n'est pas rien, en Amérique latine, qui émet des tokens immobiliers sur Tezos. Ce n'est pas la première fois que cette banque s'intéresse aux cryptos. Ils avaient déjà levé 10 millions de dollars en Ether et en GUSD. Et donc, ces tokens qui étaient uniquement sur la blockchain Ethereum, ils vont en mettre la moitié environ sur Tezos, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quelle blockchain prévaudra à long terme. Et donc, c'est simplement un moyen de gérer leurs risques et de diversifier leur offre avec les blockchains qu'ils supportent. Donc, c'est très intéressant, en tout cas, de voir que de si grosses entreprises s'intéressent à la blockchain et aux cryptos. Et on continue avec une petite news marrante. Goldman Sachs qui invite ses clients à un appel où ils vont parler du Bitcoin. Ils ne vont pas parler que du Bitcoin, ils vont aussi parler de l'or et des lois liées à l'inflation. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est marrant? Parce que historiquement, évidemment, les banques étaient plutôt négatives sur les cryptos. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont être positives sur Bitcoin si elles en parlent, mais tout de même, on sent qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a de nombreux investisseurs qui commencent publiquement à supporter Bitcoin. Notamment, dans cet article est mentionné Paul Tudor Jones qui a plus de 5 milliards de dollars, qui est très respecté à Wall Street et qui a dit qu'il allait à la fois personnellement et professionnellement investir dans le Bitcoin. Et il a dit que le Bitcoin en soi, pris séparément, c'était pas forcément révolutionnaire, mais que dans le contexte actuel où les temps sont incertains et où les pays font tourner la planche à billets avec beaucoup d'inflation, eh bien le Bitcoin peut être une solution intéressante, un investissement solide. Cet autre article confirme ça, que les investisseurs institutionnels achètent du Bitcoin comme des fous après le halving et même avant. Ça parle d'un fonds, l'un des plus gros fonds en crypto qui s'appelle Grayscale, qui gère près de 4 milliards de dollars en assets. Ils ont près de 350 000 bitcoins, ce qui fait 2% du total supply. C'est très certainement le plus gros holder juste après Satoshi. Et donc ce fonds Grayscale a vu au cours des 3 derniers mois la demande des investisseurs institutionnels qui a triplé, donc c'est énorme. Et si cette tendance se poursuit, ça se pourrait que dans 6 mois, ils possèdent 3% du total supply de Bitcoin. Et on voit ici aussi, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ce sont des mots, mais que la plupart des fonds et des holders sont longs, c'est-à-dire qu'ils pensent que le prix du Bitcoin va monter. Donc c'est tout ça, ça fait beaucoup de signes tout de même qui
nous pousse à penser que le bull run va arriver à un moment. Toutes ces grosses institutions, il ne faut pas vous leurrer, n'ont pour la plupart pas profité du bull run de 2017-2018 et cette fois-ci, elles ne veulent pas le rater. Donc elles sont en train de positionner leurs billes progressivement le plus silencieusement possible, même si nous, on en entend parler. Et une fois qu'elles seront contentes, eh bien là, ça va pousser de partout avec plein d'articles. Ça va faire FOMO tout le monde comme avant et ils vont gagner plein d'argent. On continue avec une news, le Congrès américain qui envisage un projet de loi pour lancer une enquête sur la blockchain. Donc c'est honnêtement assez loin d'avoir de vraies répercussions réelles. Ça va être un projet de loi pour se demander si on fait une enquête et ensuite avec les résultats de cette enquête, peut-être qu'on aura d'autres projets de loi. Il faudra encore attendre du temps avant qu'ils passent. Donc c'est un début. Il compte interroger à la fois des entités publiques et privées mais c'est un début, tout de même, et il ne faut pas cracher dessus. Et on continue aussi dans ce changement de tendance avec Bakkt qui annonce une couverture d'assurance bien plus importante. Bakkt qui est l'une des plus grosses entreprises qui a du bitcoin en custody, donc qui garde du bitcoin pour vous, si vous ne voulez pas gérer toute la technicité avec les clés privées notamment. Et ils vont avoir plus de 60 millions de dollars pour couvrir tous leurs fonds. C'est donc un signe que la demande change. Ce sont soit car en effet, les early adopters comme nous, pour la plupart, on s'est familiarisé avec la technologie, on gère nos clés privées, mais les gens qui arrivent un peu après, dans une deuxième vague, préféreront peut-être déléguer ça à quelqu'un, quitte à payer un peu plus, mais pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, ou alors c'est à destination des institutionnels qui, eux, ont beaucoup d'argent, ce sont des business et ils ont besoin d'une assurance et donc c'est voilà, c'est un signe de plus qui montre que le marché change. On continue avec pour moi la news peut-être la plus impactante de cette semaine, un projet en crypto sur la santé qui s'appelle Solved.care qui annonce une marketplace pour la médecine à distance. Ça va permettre à n'importe quel utilisateur dans le monde de consulter un médecin. Ils pourront voir les profils, les tarifs, les disponibilités et ensuite prendre rendez-vous. Et c'est particulièrement pertinent de nos jours où certaines personnes peuvent, de manière légitime, ne pas être rassurées d'aller voir un médecin physiquement, car les médecins sont exposés plus que les autres, car ils voient des patients toute la journée qui eux-mêmes peuvent être à risque et avoir le coronavirus. Et donc c'est une très bonne alternative de pouvoir, avoir des consultations digitales, qui plus est facilitées, par la blockchain pour, tout ce qui est de envoyer et partager les données de manière sécurisée. Et donc c'est très intéressant qu'un projet en crypto soit pionnier dans ce monde de la télémédecine et de toute façon, avec ou sans crypto, vous en entendrez beaucoup parler dans les mois et les années à venir. On continue toujours avec ces news sur les clients institutionnels. Très rapidement, Bitcoin Suisse qui, donne la possibilité à ses clients, de laisser leur Tezos et de gagner des intérêts chez eux. Ils ont évidemment audité tout ça avec, PwC, la grande firme d'audit et voilà, rien de plus. C'est tout simplement un autre signe que le marché évolue vers plus d'audit, plus de sécurité institutionnelle et de grosses entreprises qui jouent en crypto. Binance qui se lance en Chine. Ils ont enregistré un nom de domaine chinois, binance.cn. C'est un rappel que Binance n'est pas seulement un échange, ils veulent se développer très agressivement, non seulement de manière géographique, mais aussi sur différents business. Ce n'est pas uniquement un échange, ils veulent aussi faire du conseil, de la recherche, du développement, de la charité, de l'investissement et même de l'éducation avec Binance Academy. Donc ils veulent véritablement devenir un géant, devenir le Google des cryptos et tout proposer. Donc c'est à la fois ça fait à la fois peur et c'est à la fois pourquoi pas, hein, comme avec Google, voilà, Google a de très bons services, Binance a de très bons services, mais une telle hégémonie peut tout de même, être inquiétante. Et on continue avec FTX qui est un échange très innovant, on en a déjà parlé à quelques reprises, qui va lancer une nouvelle branche, un échange aux États-Unis. C'est également un bon signe qui prouve que les régulations là-bas s'assouplissent si les entreprises se permettent d'entreprendre et ouvrir le marché aux traders américains qui est un marché énorme. C'est un bon signe et ça prouve que l'écosystème crypto en général avance dans la bonne direction. Un partenariat entre
Chainlink, le provider d'Oracle décentralisé qui est leader du marché, qui s'associe avec un géant de la technologie coréenne qui n'est autre que Kakao. Kakao, c'est comme Facebook aux États-Unis, c'est comme WeChat en Chine. Ils ont un quasi-monopole là-bas sur les services mobiles. Et Kakao a créé un projet qui s'appelle Clayton, qui va être poussé partout, un projet simple de blockchain public décentralisé, mais avec une très bonne performance. Et ils ont déjà énormément de partenaires grâce à leur réseau, et ça peut être un projet très intéressant à suivre. On a parlé ces dernières semaines de Telegram qui a eu beaucoup d'ennuis avec le régulateur américain, la SEC. La semaine dernière, on disait que c'était fini. Est-ce que c'est vraiment fini? On va voir. La majorité des investisseurs choisissent de quitter le projet en reprenant 72% de leur investissement initial. Il est possible que Telegram ait encore quelques fonds, qu'il leur reste quelques dizaines ou peut-être quelques centaines de millions de dollars si les investisseurs prennent la deuxième option, qui est de faire un prêt à Telegram pendant un an. On verra si ça suffit à Telegram pour trouver un compromis avec la SEC et à continuer leur développement. Les chercheurs affirment que 99,9% des transactions sur Zcash sont traçables. Zcash est la deuxième plus grosse crypto-monnaie par market cap, la crypto-monnaie privée, la première étant Monero. Ce n'est pas parce que la technologie derrière Zcash est faible ou mauvaise, c'est que, comme souvent en informatique, le problème se situe entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire au niveau de l'utilisateur. Les utilisateurs simplement n'utilisent pas le protocole Zcash comme il le faudrait. C'est basé tout simplement sur un pool d'utilisateurs et de transactions qui est protégé, et si pas assez de personnes contribuent à ce pool, alors c'est inefficace, et c'est ce qui se passe dans le cas de Zcash. Ça pourrait être une crypto-monnaie totalement privée, mais les gens ne l'utilisent pas comme elle a été designée pour être utilisée. Et une petite note, sur toutes ces crypto-monnaies privées, si vous cherchez vraiment de la privacité, je vous invite peut-être à chercher des projets qui prévoient pour le futur et peut-être, sont déjà, avec des algorithmes qui résisteraient aux ordinateurs quantiques. En effet, c'est déjà totalement possible de télécharger l'entièreté de la blockchain de Zcash ou de Monero actuellement, et peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, quand plus de puissance de calcul sera disponible au gouvernement, aux grosses entreprises ou peut-être même aux particuliers, eh bien que tous les algorithmes qui reposent actuellement sur le fait qu'ils sont impossibles à brute force, eh bien, seront craquables par n'importe qui. Donc, il faut penser à ça également, que tout ce qui est privé actuellement ne restera peut-être pas privé pour toujours. Changement dans le classement de CoinMarketCap, Tether USDT qui a surpassé Ripple. Voilà, 8,8 milliards de market cap contre 8,6, une petite différence. Il y a eu beaucoup de Tether qui ont été imprimés. Il y en a eu 1,5 milliard en avril et 500 millions durant la première semaine de mai. Il y a eu beaucoup de doutes historiquement sur le fait que Tether avait réellement le montant de dollars dans son compte en banque pour chaque USDT. Vu qu'ils ont créé de manière, vraiment impressionnante, ces derniers jours, les doutes peuvent croître, et je suis curieux de voir si ça va attaquer peut-être leur, réputation dans les semaines à venir. Et on termine comme toujours en crypto par un peu, de folklore, des hacks et autres. Une entreprise, voilà, qui, s'est fait voler des données, pas de fonds, cette fois-ci. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise tout de même qui était en passe de générer 50 millions de dollars sur l'année, ce qui n'est pas rien, et le moyen, le hack, utilisé, c'est une SIM card swap. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est quand vous commencez par récupérer des informations sur votre cible, et grâce à ça, vous appelez son provider téléphonique et vous vous faites passer pour cette personne et vous dites que vous avez perdu votre téléphone, par exemple, et vous demandez à ce que tous ces appels et SMS soient redirigés vers votre carte SIM à vous. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur le site web que vous souhaitez hacker et vous dites que vous avez oublié votre mot de passe et vous espérez qu'il y a une option qui vous permette d'obtenir un one time password, ou un code que vous pouvez recevoir par SMS ou par appel, et cette vulnérabilité, donc vous permet de réaliser ce hack, et c'est très surprenant donc qu'une entreprise si
imposante se soit fait hacker par une méthode assez classique tout de même, c'est un bon conseil d'essayer, si vous avez beaucoup de fonds, de vous hacker vous-même, d'appeler votre entreprise téléphonique, de voir comment ils réagissent, de leur dire que de ne pas porter les numéros de téléphone, voilà, embaucher des white hacks ou des amis pour essayer de vous hacker et voir jusqu'où ils arrivent. Apparemment, ça n'a pas été fait, mais c'est une bonne leçon dans tous les cas. Et on termine encore une fois par le folklore. Coinbase qui a listé Omisego et qui, voilà, fait parler un peu d'eux. Il y a eu 2 points qui ont été abordés. Le premier étant des soupçons d'insider trading. Donc le listing a été annoncé et effectué le 21 mai et on peut voir en effet que ça a beaucoup pump le 21 mai, mais on peut aussi voir que ça a pump à 2 reprises avant, le 14 mai et le 19 mai. Donc on pourrait se demander, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'une whale, était en train de faire des recherches sur Omisego et a décidé d'acheter ce jour-là? C'est possible, mais c'est très peu probable. Il y a beaucoup d'insider trading dans les marchés classiques, donc doutez-vous bien en crypto où c'est encore moins régulé que ces monnaies courantes. Le deuxième point, plus intéressant, concerne le fait que Omisego a tradé avec un premium sur Coinbase, c'est-à-dire que le prix ici en orange de Omisego sur Coinbase était bien plus important que le prix en bleu de Omisego sur Binance. Et c'est très curieux parce qu'il y a beaucoup de bots d'arbitrage. L'arbitrage, ça consiste simplement à avoir des comptes sur plusieurs échanges et à profiter des prix qui peuvent être parfois un peu différents de certaines monnaies sur les échanges et d'acheter là où c'est moins cher et de revendre là où c'est le plus cher. Les bots d'arbitrage profitent des inefficiences du marché et donc, quand il y a beaucoup de bots d'arbitrage, les prix sont à peu près tous les mêmes partout et donc ça, en fait, ce sont des millions qui demandent juste à être faits par ces bots d'arbitrage et je suis très curieux de savoir donc pourquoi est-ce qu'une telle différence de prix a pu perdurer pendant aussi longtemps, surtout sur des échanges, qui ne sont pas vraiment, shady, Binance et Coinbase, vous pouvez les utiliser sans trop de problèmes et en plus sur une crypto-monnaie qui est liquide comme Omisego. Donc si vous avez des idées là-dessus, je suis très curieux d'en savoir plus dans les commentaires. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. On a fêté les 10 ans du Bitcoin Pizza Day, la fameuse pizza à 45 millions de dollars au cours actuel à peu près. On voit beaucoup d'intérêt, encore une fois, côté pays pour des monnaies digitales. On voit beaucoup d'intérêt par les grandes entreprises privées qui se lancent sur la blockchain, les cryptos, les banques également qui parlent du Bitcoin, les investisseurs institutionnels qui rentrent dans le Bitcoin. On voit qu'il y a un changement, plus d'assurance, dans le marché et on ne peut que se réjouir de tout ça. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, mettez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et à la semaine prochaine pour plus de news. C'était Alexandre de Gains. Rejoignez Gains, rejoignez la baleine. À plus.